la bataille d'Austerlitz, la revanche la plus brutale de Napoléon, 73 000 Français contre 90 000 Russes et Autrichiens. Imaginez la scène, il est 5h30 du matin le 2 décembre 1805. Vous êtes un grenadier français, debout dans un brouillard glacial près d'un petit village morave que personne ne connaît. Vos doigts sont engourdis, vos bottes sont trempées de part en part. Vous n'avez pas mangé un repas digne de ce nom depuis 3 jours. À travers l'épais brouillard blanc, vous les entendez. 90 000 soldats russes et autrichiens se mettent en position sur les hauteurs au-dessus de vous. Ils rient, ils chantent, ils sont persuadés de vous avoir coincés comme des rats dans une cave. Leurs empereurs, le tsar de Russie et l'empereur d'Autriche, regardent depuis une colline, célébrant déjà leur victoire. Ils pensent que ce sera le jour où ils écraseront Napoléon Bonaparte et mettront fin à jamais à l'Empire français. Mais vous n'avez pas peur ? À votre gauche, vous voyez vos camarades, des hommes qui ont parcouru des milliers de kilomètres avec vous, des hommes qui ont conquis la moitié de l'Europe. À votre droite, vous apercevez les aigles de la Grande Armée qui étincellent même dans le brouillard. Et quelque part là-bas, dans cette brume, chevauchant au milieu de ces soldats comme toujours, se trouve l'empereur en personne. Napoléon, l'homme parti de rien pour devenir le maître de la France. L'homme qui n'a jamais perdu une grande bataille, l'homme qui, à cet instant, tend le piège le plus élaboré de toute l'histoire militaire. Les Russes et les Autrichiens s'imaginent sur le point d'asséner un coup écrasant à un ennemi désespéré en retraite. Ils n'ont aucune idée qu'ils avancent de tout droit vers un abattoir. Ils n'ont aucune idée qu'au coucher du soleil, leurs armées seront brisées, leurs commandants fuiront pris de panique et que les lacs gelés se fendiront sous le poids d'hommes en train de se noyer. Ils n'ont aucune idée que ce froid matin de décembre restera dans l'histoire comme la bataille la plus parfaite jamais livrée. Le soleil d'Austerlitz est sur le point de se lever et il dissipera bien plus que le brouillard. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de génie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres contenus de ce genre. Et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces récits anciens depuis les 4 coins du monde, reliés à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Pour comprendre pourquoi cette bataille ne fut pas seulement une victoire, mais un acte de vengeance calculé, il faut savoir ce qui s'est passé dans les mois précédents. Il faut comprendre que Napoléon Bonaparte ne se battait pas seulement pour des territoires, il se battait pour sa survie. Et il se battait contre l'arrogance des vieux empires qui refusaient d'admettre qu'un officier d'artillerie corse puisse redessiner la carte de l'Europe. Au printemps de 1805, Napoléon était au fait de sa puissance. L'année précédente, il s'était fait couronner empereur des Français lors d'une cérémonie à la cathédrale Notre-Dame, conçue pour rivaliser avec tout ce que les vieilles monarchies pouvaient offrir. Le pape Pie VII avait fait le voyage depuis Rome pour bénir le couronnement, mais au moment crucial, Napoléon prit la couronne des mains du pape et la posa sur sa propre tête. Le message adressé à toute l'Europe était clair. Il ne tenait pas son pouvoir de Dieu ni de vieille lignée. Il l'avait conquis par sa propre force et son génie. Il avait hérité des armées révolutionnaires qui avaient défendu la France de l'invasion et les avait transformées en la machine de guerre la plus meurtrière que l'Europe ait jamais connue. La Grande Armée n'était pas qu'une armée. C'était une révolution en marche. Tandis que les autres puissances européennes s'appuyaient sur des officiers aristocrates qui achetaient leurs charges et sur des paysans enrôlés de force qui combattaient. Faute de mieux, les hommes de Napoléon étaient des volontaires. Ils étaient promus au mérite. Un simple soldat pouvait devenir maréchal s'il était assez brave et assez habile, impensable dans les systèmes de classe rigides de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse. La structure de la Grande Armée était révolutionnaire à tous égards. Napoléon avait organisé ses forces en 7 corps, chacun étant une armée autonome capable d'opérer indépendamment. Le premier corps, commandé par le maréchal Bernadotte, comptait 18 000 hommes, le deuxième corps, sous le maréchal Marmont, en avait 20 000. Le troisième corps, dirigé par le maréchal Davout, le maréchal de fer, alignait 26 000 hommes. Le quatrième corps était celui du maréchal Soult, avec 25 000 hommes. Le 5e corps, sous le maréchal Lannes, en comptait 18 000. Le 6e corps, commandé par le maréchal Ney, le plus brave des braves, rassemblait 23 000. Et le 7e corps, sous le maréchal Augereau, alignait 14 000 soldats. Chaque corps avait ses propres divisions d'infanterie, régiments de cavalerie et batteries d'artillerie. Ils pouvaient se marcher séparément par des routes différentes, parcourant le terrain plus vite que n'importe quelle armée traditionnelle. Mais à une journée de marche, ils pouvaient converger pour se soutenir si l'un d'eux était attaqué. Un système qui alliait vitesse et souplesse, permettant à Napoléon de manœuvrer son armée comme un maître d'échecs déplace ses pièces sur l'échiquier. Et pour protéger l'ensemble, la garde impériale, l'élite de l'élite, 10 000 vétérans aguerris par une douzaine de campagnes. Ces hommes-là auraient donné leur vie pour Napoléon sans hésiter.
Mais les vieux empires haïssaient cette France nouvelle. Ils détestaient les idéaux révolutionnaires, ils exécraient la méritocratie. Et par-dessus tout, ils haïssaient de voir Napoléon gagner. La Grande-Bretagne, l'ennemi éternel d'outre-Manche, finançait coalition après coalition pour tenter d'étrangler la France. Le Premier ministre britannique, William Pitt, avait dépensé des millions de livres d'or pour soudoyer et amadouer les puissances continentales afin qu'elles rejoignent une nouvelle alliance contre la France. La troisième coalition, formée en 1805, devait être la bonne. La Grande-Bretagne fournissait l'or, la Russie des armées gigantesques, l'Autriche, humiliée par des défaites passées, voulait sa revanche. Ensemble, ils projetaient d'envahir la France par plusieurs directions et d'écraser l'empereur parvenu. Le plan initial de Napoléon était simple et terrifiant. Il envahirait la Grande-Bretagne. Depuis des mois, il rassemblait au port de Boulogne la plus grande flotte d'invasion de l'histoire. L'armée d'Angleterre, 150 000 hommes, campait sur la côte dans l'attente du signal pour franchir la Manche. Des milliers de bateaux à fond plat avaient été construits. Les approvisionnements avaient été stockés. Les hommes avaient été entraînés aux tactiques d'assaut amphibie. La presse britannique était en proie à la panique. La Royal Navy, commandée par l'amiral Nelson, était le seul rempart entre Napoléon et la conquête de Londres. Mais Napoléon n'avait besoin que d'une chose, que sa flotte contrôle la Manche pendant 24 heures. 24 heures seulement. Un seul jour, et il pouvait débarquer assez de troupes pour submerger les défenses britanniques. Chaque matin, Napoléon se rendait à cheval sur les falaises et contemplait, de l'autre côté de l'eau, les falaises bleues-blanches de Douvres. Si proches. Par temps clair, il distinguait le profil de la côte anglaise. 35 kilomètres d'eau, c'était tout ce qui le séparait d'une victoire totale sur son ennemi le plus acharné. Il avait conquis l'Italie, il avait conquis l'Égypte, il avait conquis l'Allemagne. Mais la Grande-Bretagne restait insoumise, protégée par les murailles de bois de la Royal Navy. Puis tout bascula. En août 1805, les armées autrichiennes commencèrent à se mobiliser aux frontières de la Bavière. Les forces russes entamèrent la longue marche vers l'ouest, depuis leurs bases en Pologne et en Ukraine. Les rapports de renseignement arrivèrent au quartier général de Napoléon à Boulogne. La troisième coalition n'était plus un simple accord diplomatique sur le papier. Elle devenait une menace militaire bien réelle. Le commandement autrichien, l'archiduc Ferdinand et son chef d'état-major, le général Mack, avaient rassemblé une armée de 72 000 hommes à Ulm, en Bavière. Derrière eux, à l'allure pesante qui était celle des armées russes, suivaient 95 000 soldats russes sous les ordres du général Koutouzov. Napoléon reçut les rapports de renseignement à Boulogne. Il se tenait sur les falaises, regardant en face les falaises blanches de Douvres, si proches qu'il semblait pouvoir les toucher. Ses maréchaux attendaient les ordres. L'empereur n'hésita pas. Il tourna le dos à l'Angleterre et prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. L'armée d'Angleterre devint la Grande Armée. L'objectif n'était plus Londres, c'était Vienne. Ce qui suivit fut un chef-d'œuvre de logistique et de rapidité qui laisse encore aujourd'hui les historiens militaires pantois. Napoléon devait déplacer 170 000 hommes de la côte atlantique de la France jusqu'au cœur de l'Europe centrale avant que les Autrichiens et les Russes ne puissent réunir leurs forces. S'ils joignaient leurs armées, ils réuniraient plus de 300 000 hommes. Napoléon serait écrasé par le nombre. Mais s'il parvenait à surprendre les Autrichiens isolés, s'il les détruisait avant l'arrivée des Russes, il pourrait combattre chacun de ses adversaires séparément. La grande armée se mit en marche. Elle n'avançait pas comme une armée traditionnelle, en une longue colonne vulnérable. Napoléon avait révolutionné l'organisation militaire avec le système des corps d'armée. Chaque corps était une petite armée autonome de 20 à 30 000 hommes, avec sa propre infanterie, sa cavalerie, son artillerie et son train des équipages. Ces corps pouvaient emprunter des routes différentes, à des dizaines de kilomètres les uns des autres, mais assez proches pour se soutenir en cas d'attaque. Ainsi, la grande armée avalait les distances à une vitesse que ses ennemis jugeaient impossible. Le 27 août 1805, les premiers détachements levèrent le camp et entamèrent la longue marche vers l'est. Les soldats parcouraient 40 à 50 kilomètres par jour, jour après jour, sans relâche. Leurs pieds saignaient, ils dormaient dans des champs boueux, ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Mais ils marchaient, et ils marchaient en plus vite que n'importe quelle armée de l'histoire. L'empereur, chevauché parmi eux, s'arrêtait au feu de camp, parlait aux simples soldats, prenait des nouvelles de leurs familles, partageait leurs épreuves. Il connaissait leurs noms, il connaissait leurs combats, et il l'aimait pour cela. Quand Napoléon apparaissait, les hommes épuisés retrouvaient des forces. Quand il leur promettait la gloire, ils le croyaient. La marche de Boulogne au Rhin faisait environ 640 kilomètres. La grande armée les parcourut en moins de 3 semaines. Une vitesse inouïe. Des armées traditionnelles auraient mis 2 mois pour franchir une telle distance. Mais le système des corps d'armée permettait à l'armée d'avancer comme 7 serpents distincts, tous sinuant vers la même destination.
Ils franchirent le Rhin à la fin de septembre, les hommes chantant la Marseillaise en traversant les ponts vers le territoire allemand. Le commandant autrichien, le général Mack, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il avait installé son armée dans la ville forteresse d'Ulm pour barrer ce qu'il croyait être l'axe principal de l'invasion française. Les rapports de renseignement qu'il recevait affirmaient que les Français étaient encore éparpillés le long du Rhin, désorganisés et lents à se mobiliser. Ces rapports avaient plusieurs semaines de retard. Au moment où Mack se rendit compte de son erreur, il était déjà trop tard. Il s'attendait à ce que Napoléon l'attaque de front par l'ouest. Au lieu de cela, les corps de Napoléon débordèrent Ulm par un vaste mouvement d'enveloppement, comme les doigts d'un poing qui se referme. La cavalerie du maréchal Murat couvrait la manœuvre, précédant l'infanterie et interdisant toute reconnaissance autrichienne. Les éclaireurs autrichiens ne parvenaient pas à percer l'écran de cavalerie pour voir ce que faisaient les Français. Ils envoyèrent des rapports affirmant que les Français semblaient se diriger vers le nord, peut-être en direction de Francfort. Mack crut ces rapports. Il crut avoir du temps devant lui. Il crut que Napoléon rassemblait encore ses forces. Tout cela était faux. Dès le 7 octobre, des corps français franchissèrent le Danube au nord et à l'est d'Ulm. Mack reçut les premiers rapports fiables et sentit un froid de glace lui envahir les veines. Les Français n'étaient pas devant lui. Ils étaient tout derrière lui. Napoléon avait franchi le Danube et se trouvait désormais entre Mack et Vienne. L'armée autrichienne était coupée de sa capitale, de ses lignes de ravitaillement, de tout espoir de renfort. 72 000 hommes étaient pris au piège dans une forteresse, encerclée par la grande armée tout entière. Mack tenta de forcer l'encerclement. Il lança des colonnes de troupes à l'assaut des lignes françaises, espérant se frayer un passage et s'échapper. Mais partout où il attaquait, des corps français déjà en position l'attendaient de pied ferme. À Haslach, les Autrichiens tombèrent sur la division du maréchal Dupont et furent repoussés. À Elchingen, le corps du maréchal Ney s'empara du pont sur le Danube et ferma une autre voie de fuite. L'étau autour d'Ulm se resserrait comme un nœud coulant. Le 14 octobre, Mack savait que la situation était désespérée. Il était encerclé par 150 000 soldats de Français. Sa propre armée mourait de faim, ses hommes étaient démoralisés. L'archiduc Ferdinand avait réussi à s'échapper avec la cavalerie autrichienne, se glissant par une brèche des lignes françaises lors d'une course désespérée au cœur de la nuit, mais l'infanterie était piégée. Le 20 octobre 1805, Mack se rendit sans livrer de bataille majeure. 72 000 soldats autrichiens furent faits de prisonniers. Ils sortirent de Dulm et déposèrent les armes au pied de Napoléon. L'armée autrichienne en Allemagne avait cessé d'exister. Les soldats de Napoléon n'arrivaient pas à croire à quel point cela avait été facile. Ils s'attendaient à une grande bataille, un autre Marengo ou un Austerlitz. À la place, ils avaient vaincu par la manœuvre seule. L'empereur avait si complètement déjoué son ennemi que le combat en devenait presque superflu. Les grognards, les vétérans comprenaient à ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était du génie. Leur empereur n'avait pas seulement vaincu les Autrichiens, il les avait humiliés. Il avait contraint 72 000 hommes à se rendre sans même leur accorder l'honneur d'un véritable combat. Mais les réjouissances étaient prématurées. Ce n'était que le lever de rideau. La véritable épreuve venait de l'Est. L'armée russe marchait au secours de l'Autriche. Et les Russes n'étaient pas les Autrichiens. Aguerris, disciplinés, commandés par des généraux compétents. La principale force russe, 60 000 hommes aux ordres du général Kutuzov, fonçait vers l'ouest pour faire sa jonction avec ce qui restait des forces autrichiennes. S'ils y parvenaient, ils seraient encore supérieurs en nombre à Napoléon. L'empereur pressa davantage ses hommes. Vienne tomba sans résistance le 13 novembre. L'empereur d'Autriche s'enfuit. La ville qui, des siècles durant, avait été le cœur du Saint-Empire romain germanique, ouvrit ses portes aux Français sans tirer un coup de feu. Mais la prise de Vienne ne suffisait pas. Napoléon devait détruire l'armée russe. Et Kutuzov, le vieux renard, refusait de lui donner la bataille qu'il voulait. Le général russe était avisé. Il savait que le temps jouait pour lui. Plus Napoléon s'enfonçait en Autriche et en Moravie, plus il s'éloignait de la France. Ses lignes de ravitaillement se tendaient à l'extrême. Ses hommes étaient exténués. Et d'autres renforts russes arrivaient, la deuxième armée russe, aux ordres du général Buxtehude, marchait vers l'ouest avec 40 000 hommes de plus. Si Kutuzov parvenait à continuer de reculer, à gagner du temps, l'hiver finirait par arriver. Les Français mouraient de faim, ils périrent de froid. Et alors, telle une avalanche, le poids combiné de la Russie et de l'Autriche les ensevelirait. Napoléon poursuivit Kutuzov des semaines durant. Les Russes se repliaient, brûlaient les ponts, détruisaient les vivres et refusèrent de s'arrêter pour livrer combat. C'était à rendre fou. Chaque fois que l'avant-garde française accrochait l'arrière-garde russe, les Russes se battaient juste assez longtemps pour permettre à leur corps principal de s'échapper, puis se fondèrent dans la campagne. La grande armée perdait des hommes non au combat, mais d'épuisement et de faim. Des soldats s'effondraient en marche. Les chevaux mouraient par centaines, épuisés à mort sur des routes boueuses.
Le moral dans le camp français glissait de la confiance vers l'inquiétude. Pour la première fois de la campagne, les maréchaux de Napoléon se mirent à chuchoter leurs doutes. Le maréchal Murat, flamboyant chef de cavalerie qui portait plume d'autruche et veste de velours au combat, prêchait la prudence. Il fit savoir que sa cavalerie était exténuée, que les chevaux avaient besoin de repos. Le maréchal Lannes, l'ami le plus proche de Napoléon, celui qui lui avait sauvé la vie en Italie et en Égypte, avertit que l'armée touchait à son point de rupture. Les hommes étaient fatigués. Ils avaient faim. Ils se trouvaient à des centaines de kilomètres de chez eux en territoire hostile. Peut-être était-il temps de se regrouper, de prendre des quartiers d'hiver, d'attendre le printemps. À la fin novembre, la situation stratégique frôlait la catastrophe pour la France. Napoléon avait 73 000 hommes concentrés près d'une petite ville nommée Austerlitz, en Moravie. Face à lui, 90 000 Russes et Autrichiens, et leurs rangs grossissaient chaque jour. Au nord, les armées prussiennes se mobilisaient. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume, subissait d'énormes pressions de la part de son épouse, la reine Louise, et de ses généraux pour rejoindre la coalition. Une autre armée russe approchait par l'est. Si Napoléon ne remportait pas rapidement une bataille décisive, il serait encerclé et anéanti. Les vieux empires se refermaient comme des loups autour d'un lion blessé. C'est alors que le génie de Napoléon se révéla pleinement. Il ne pouvait pas se permettre de battre en retraite. Battre en retraite, c'était la fin de l'Empire français, la fin de son règne, peut-être même de sa vie. Les royalistes bourboniens attendaient en exil, prêts à rentrer en France au premier signe de faiblesse de Napoléon. Les politiciens à Paris se retourneraient contre lui aussitôt s'il rentrait vaincu. Mais il ne pouvait pas non plus se permettre une bataille frontale. Il était en infériorité numérique. Ses hommes étaient épuisés. Un combat d'usure, une bataille conventionnelle, favoriserait l'armée alliée, plus nombreuse. Napoléon fit donc quelque chose qu'un véritable maître de guerre est seul à imaginer. Il décida de faire croire à ses ennemis qu'ils avaient déjà gagné. L'empereur se mit à feindre la crainte. Il envoya son aide de camp, le général Savary, au quartier général allié pour solliciter une audience auprès du tsar Alexandre. Savary avait pour consigne de paraître nerveux et hésitant. Il devait laisser entendre que Napoléon était désespéré de conclure la paix, que la position française était intenable, que l'empereur accepterait presque n'importe quelle condition pour éviter la bataille. Le tsar accueillit Savary avec un mépris à peine dissimulé. Le jeune empereur russe, âgé de 28 ans à peine et entouré de ses conseillers aristocrates, le crut sur parole. Bien sûr que Napoléon avait peur. Le grand conquérant s'était enfin aventuré trop loin. Napoléon se replia de positions défensives solides, donnant l'impression qu'il se préparait à battre en retraite. Il abandonna même le village d'Austerlitz, laissant les éclaireurs russes l'occuper sans coup férir. Il retira ses avant-postes des hauteurs de Pratzen, la position dominante du secteur. Pour tout observateur militaire, on aurait dit que les Français resserraient leurs lignes en vue d'un repli. Il alla jusqu'à répandre parmi ses propres troupes des rumeurs selon lesquelles il faudrait peut-être se replier sur Vienne pour éviter l'encerclement. Les soldats grognèrent, mais ils faisaient confiance à l'empereur. S'il disait de reculer, il reculerait. Il laissa volontairement s'échapper des éclaireurs cosaques faits prisonniers afin qu'ils rapportent que les Français étaient démoralisés et affaiblis. Les Cosaques regagnèrent le quartier général allié en racontant que des soldats français désertaient, que l'artillerie était abandonnée faute de chevaux pour la tirer, que des officiers se disputaient ouvertement au sujet du caractère désespéré de leur situation. Rien de tout cela n'était vrai, mais les commandants alliés, le tsar Alexandre de Russie et l'empereur François d'Autriche, n'en revenaient pas de leur chance. Le grand Napoléon, la terreur de l'Europe, était aux abois. Le 29 novembre, Napoléon se rendit en personne reconnaître le terrain près d'Austerlitz. Il cherchait le champ de bataille idéal, et il le trouva. Le terrain était une douce succession de collines et de vallons. Le ruisseau du Goldbach coulait du nord au sud, formant un obstacle naturel. L'élément clé était une longue crête, les hauteurs de Pratzen qui s'élevaient à quelques 90 mètres au-dessus de la plaine environnante. Qui tenait cette hauteur dominait le champ de bataille. Les hauteurs s'étiraient sur près de 3 kilomètres, avec des pentes douces sur le versant occidental face aux positions françaises et des pentes plus raides sur le versant oriental, où se concentraient les Alliés. Napoléon l'examina avec l'œil d'un artiste devant sa toile. Il longea le ruisseau du Goldbach, notant où l'on pouvait le franchir et où c'était impossible. Il inspecta les villages de Sokolnitz et de Telnitz au sud du champ de bataille, évaluant combien d'hommes il faudrait pour les tenir. Il observa au sud les étangs et les marais gelés, les étangs de Satchan, et y vit un piège mortel pour toute armée contrainte de les franchir en retraite. Il vit où les Alliés se déploieraient, il vit où ils attaqueraient, et surtout il vit comment retourner contre eux leur arrogance. Ce soir-là, il rassembla ses maréchaux dans une petite ferme du village de Bellowitz. La pièce était éclairée à la bougie. Dehors, la température descendait au-dessous de zéro. Les généraux étaient exténués et inquiets. Certains proposèrent de battre en retraite tant qu'il en était encore temps.
La situation du ravitaillement était critique. Les hommes avaient faim, les chevaux mouraient. Tout calcul militaire rationnel dictait un repli sur Vienne, le temps d'y souffler, de se rééquiper et de livrer bataille un autre jour. Napoléon les laissa parler. Il écouta leurs craintes. Le maréchal Berthier, son chef d'état-major, présenta les derniers rapports de renseignement. Les Alliés alignaient 90 000 hommes et recevaient des renforts chaque jour. Les Français en avaient 73 000 et aucun renfort n'arriverait. Le maréchal Soult fit observer que les hommes étaient en campagne depuis 4 mois sans repos. Le maréchal Bessières, commandant de la garde impériale, nota que même la garde montrait des signes d'épuisement. Alors Napoléon sourit. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le rictus d'un prédateur qui voit sa proie s'engager dans un piège. Il s'approcha d'une carte déployée sur une table et se mit à expliquer. Il leur montra exactement ce que feraient les Alliés. Il prédit leurs mouvements comme un maître d'échecs qui voit 20 coups à l'avance. Les Alliés verraient dans les hauteurs de Pratzen la clé de la victoire. Ils les avaient déjà occupés après le retrait des Français. Puis, convaincus que les Français étaient en faible et se préparaient à se replier, ils quittèrent les hauteurs pour attaquer l'aile droite française. Ils tentèrent de couper Napoléon de Vienne et de l'écraser contre les marais au sud. Le plan allié, expliqua Napoléon, sautait aux yeux. Ils avaient trop d'hommes massés sur les hauteurs de Pratzen. Ils verraient l'aile droite française apparemment faible et ne résisteraient donc pas à la tentation. Ils feraient au descendre l'essentiel de leur armée des hauteurs pour attaquer au sud du ruisseau Goldbach. Ils croiraient couper la ligne de retraite française, mais lorsqu'ils descendraient des hauteurs pour attaquer, Napoléon frapperait. Il enverrait ses meilleures troupes gravir tout droit les hauteurs de Pratzen désormais sans défense. Il couperait l'armée alliée en deux et il la détruirait pièce à pièce. Le maréchal Davout tiendrait l'aile droite avec son 3e corps. Oui, il serait en infériorité de 5 contre 1. Oui, les Russes l'écraseraient de toute leur force. Mais Davout était le maréchal de fer. Il ne plierait pas, il tiendrait juste assez longtemps. Le maréchal Lannes fixerait l'aile gauche, empêchant les Alliés de déborder par ce côté. Et au centre, dissimulé derrière le brouillard du matin dont Napoléon savait qu'il recouvrirait la vallée, le 4e corps de Soult attendrait. Quand le moment viendrait, quand les hauteurs de Pratzen seraient dégarnies de défenseurs, Soult attaquerait. 20 000 hommes graviraient de cette pente et s'empareraient des hauteurs. C'était de la folie, c'était du génie. Et tout reposait sur le fait que les Alliés fassent exactement ce que Napoléon prédisait. Les maréchaux se regardèrent. C'était jouer le destin de la France sur un seul coup de dé. Le maréchal Lannes, qui connaissait Napoléon mieux que quiconque, posa la question que tous se posaient. Et s'ils ne mordaient pas à l'hameçon? Et s'ils se contentèrent d'attendre sur les hauteurs et nous forçaient à les attaquer? La réponse de Napoléon fut simple. Ils n'attendront pas. Ils sont trop sûrs d'eux. Ils pensent nous avoir déjà vaincus. Et les hommes fiers vont toujours trop loin. Les maréchaux étudièrent la carte. Peu à peu, ils commencèrent à comprendre. Le génie du plan était de transformer la supériorité numérique des Alliés en faiblesse. Dans l'étroite bande, entre les hauteurs de Pratzen et les marais, les Alliés ne pouvaient pas engager tous leurs hommes à la fois. Ils se gêneraient les uns les autres. Et une fois engagés dans l'attaque, une fois qu'ils auraient abandonné les hauteurs, ils seraient à découvert. Pourtant, les risques étaient énormes. Si Davout cédait, si le brouillard ne se formait pas, si les Alliés voyaient le clair dans la ruse, l'armée française serait anéantie. Mais ils avaient suivi cet homme en Italie, en Égypte, en Allemagne. Ils l'avaient en vue remporter des batailles qu'on aurait jugées impossibles. Si Napoléon affirmait que cela réussirait, alors cela réussirait. Les maréchaux acquiescèrent, l'un après l'autre. Le maréchal Soult posa une question pratique. « Si nous devons nous emparer des hauteurs de Pratzen, quand attaquons-nous » Napoléon consulta sa montre. Les Alliés commenceront leur mouvement à l'aube, le brouillard les dissimulera d'abord. Quand le soleil se lèvera et dissipera le brouillard, nous verrons les hauteurs dégarnies. C'est alors que vous attaquerez, pas avant, pas après. Le moment devra être parfait. La réunion s'acheva vers minuit. Les maréchaux partirent donner leurs derniers ordres à leurs troupes. Napoléon resta seul dans la ferme, penché sur la carte à la lueur d'une bougie. Son aide de camp, Savary, le retrouva là des heures plus tard, fixant toujours le terrain, calculant encore, voyant toujours la bataille se dérouler dans son esprit. Napoléon leva les yeux et dit doucement « Demain sera le plus beau jour de ma vie, ou le dernier ». La nuit précédant la bataille, Napoléon ne parvint pas à dormir. Il parcourut les camps de ses soldats. Des milliers d'hommes étaient blottis autour des feux de camp, essayant de se réchauffer dans le froid glacial de décembre. Quand ils virent l'empereur s'approcher, ils se levèrent d'un bond. C'étaient des vétérans. Ils avaient appris à dormir n'importe où, à manger n'importe quoi, à endurer des conditions qui briseraient le commun des mortels. Mais ils se mettaient toujours au garde-à-vous quand leur empereur apparaissait. Napoléon s'arrêta près d'un feu où un groupe de grenadiers du 3e régiment faisait rôtir un poulet maigrelet qu'il s'était procuré on ne sait comment. Il leur demanda si le poulet était bon.
Un sergent grisonnant, un homme qui avait été à Toulon, à Marengo et à une douzaine d'autres batailles, répondit que ce serait mieux s'il y en avait pour tout le monde. Napoléon rit et ordonna à son état-major de distribuer des vivres provenant du quartier général impérial. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. À mesure que Napoléon avançait dans les camps, quelqu'un eut l'idée de fabriquer des torches avec de la paille. Un soldat alluma la sienne, puis un autre, puis un autre. En quelques minutes, 40 000 hommes se tinrent debout dans l'obscurité, brandissant des torches enflammées au-dessus de leur tête. On aurait dit qu'un champ d'étoiles était tombé sur la terre. Ils saluaient leur empereur pour l'anniversaire de son couronnement. Nous étions le 1er décembre, exactement un an jour pour jour depuis que Napoléon s'était couronné lui-même dans la cathédrale Notre-Dame. Napoléon, l'homme qui d'ordinaire maîtrisait ses émotions avec une discipline de fer, resta là à regarder, les larmes coulant sur son visage. Il savait que beaucoup de ces hommes seraient morts d'ici demain soir. Il savait qu'il leur demandait de marcher en enfer. Mais il savait aussi qu'ils le feraient, pas parce qu'on les y forçait, ni parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais parce qu'ils croyaient en lui. Ils croyaient en la Révolution, ils croyaient qu'un simple soldat pouvait devenir maréchal. Ils croyaient que le mérite comptait plus que la naissance. Et ils étaient prêts à mourir pour cette conviction. L'empereur leva la main et les hommes se turent. Il ne prononça pas un long discours. Napoléon n'était pas un orateur au sens classique du terme. Ses paroles étaient toujours simples et directes. Il leur dit que, le lendemain, il livrerait une grande bataille. Il leur dit que les ennemis en face étaient de braves soldats, mais qu'ils étaient commandés par des hommes attachés aux anciens principes qui pensaient que la naissance comptait plus que le courage. Il leur dit qu'un soldat français en valait 3, parce qu'un soldat français se battait pour quelque chose de vrai. Liberté, égalité, fraternité. Les vieux empires combattaient pour des rois et des nobles qui se souciaient peu de savoir s'ils vivaient ou mouraient. Puis il prononça des paroles qui devinrent légendaires dans la grande armée. « Soldats, je dirigerai moi-même vos bataillons. Je resterai hors de portée si, avec votre bravoure accoutumée, vous portez le désordre et la confusion dans les rangs ennemis. Mais si la victoire devient incertaine, ne fût-ce qu'un seul instant, vous verrez votre empereur s'exposer au premier coup. » Les hommes ne poussèrent un rugissement d'approbation, ils ne laisseraient pas leur empereur combattre seul. Ils gagneraient de pour lui, ils gagneraient de pour la France, ils gagneraient de pour eux-mêmes. Napoléon se tourna vers l'un de ses aides et dit à voix basse « C'est la plus belle soirée de ma vie ». Il savait que, victoire ou défaite, cet instant resterait dans les mémoires. La nuit qui précéda Austerlitz, les torches dans l'obscurité, des hommes convaincus que le lendemain, ils changeraient le monde. Et ils avaient raison. À l'approche de l'aube, le 2 décembre, la température passa sous 0. Un épais brouillard dévala la vallée, si dense qu'on n'y voyait pas à 6 mètres devant soi. Météorologues et historiens ont longuement étudié les conditions météorologiques à Austerlitz. L'air froid qui s'accumulait dans le fond de la vallée créait une inversion thermique parfaite. Le brouillard n'était pas seulement épais. Il semblait une chose vivante, roulant et changeant, mais refusant de se dissiper. Pour Napoléon, c'était idéal. Le brouillard masquerait ses mouvements. Il désorienterait les Alliés. Il rendrait leur supériorité numérique sans effet. Les soldats français restaient en armes, grelottant de froid, attendant. On les réveilla à 4 heures du matin et on leur ordonna de se préparer au combat. Ils vérifièrent leurs séquards, leurs armes. Ils distribuèrent les cartouches. Ils firent une prière, lancèrent une plaisanterie ou restèrent simplement silencieux, chacun composant avec la peur à sa manière. De quelque part dans la brume, on entendait les Russes chanter. Ce chant avait quelque chose de fantomatique et de beau. Des milliers de voix à l'unisson s'élevaient, entonnant des hymnes orthodoxes, tandis qu'ils se préparaient là-bas. Hier, à la bataille. Les soldats orthodoxes croyaient mener une guerre sainte contre les révolutionnaires de Français athées. Leurs prêtres les avaient bénis et leur avaient assuré que Dieu était de leur côté. Des icônes et des bannières religieuses étaient portées à l'avant de chaque régiment russe. Les hommes se signaient et chantèrent des hymnes à la Mère de Dieu. Ils étaient convaincus que, quoi qu'il arrive aujourd'hui, s'ils mouraient, ils iraient au paradis. C'était un puissant ressort. Les soldats français, dont beaucoup de vétérans aguerris par une douzaine de combats, sentirent un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Sur le plateau de Pratzen, les commandants alliés se rassemblaient pour une dernière conférence. Le tsar Alexandre de Russie, âgé de 28 ans à peine, était presque grisé d'excitation. C'était sa première grande bataille. Il avait passé sa vie à se préparer à être un chef de guerre, à l'image de sa grand-mère, Catherine la Grande. Il avait étudié les campagnes de Frédéric le Grand et d'Alexandre le Grand, le conquérant dont il portait le nom. Aujourd'hui, il ferait ses preuves. Aujourd'hui, il détruirait Napoléon et sauverait l'Europe de la Révolution. Le tsar était entouré de son état-major étincelant, des aristocrates en uniformes impeccables qui n'avaient jamais connu le feu.
Il y avait le prince Dolgorouki, jeune et arrogant, qui avait rencontré Napoléon quelques jours plus tôt pour discuter des conditions de paix et en était reparti convaincu que l'empereur français était un lâche. Il y avait le comte Langeron, un émigré français qui haïssait la révolution d'une haine personnelle. Il y avait le général Buxoden, ivre dès l'aube, qui commandait l'aile gauche de l'armée alliée. Et, à l'écart des autres, vieux hélas, se tenait le général Kutuzov. Kutuzov avait 60 ans. Il faisait la guerre depuis avant la naissance de la plupart de ses officiers. Il avait combattu les Turcs dans des campagnes brutales où des armées entières mouraient de maladie et de soif. La prudence, il l'avait apprise à la dure au fil des défaites et des quasi-désastres. Il regarda le jeune tsar et ses conseillers sur deux et éprouva un malaise profond. Quelque chose, dans cette situation, clochait. La retraite française avait été trop opportune. Napoléon était trop silencieux. Le plus grand général d'Europe se trouvait là, dans la vallée en contrebas, en infériorité numérique et pris au piège, et pourtant il n'avait pas tenté de forcer l'encerclement. Pourquoi ? Kutuzov prôna la prudence. Il suggéra d'attendre un jour de plus. D'autres renforts arrivaient, rien ne pressait, mais le tsar ne voulut rien entendre. Le prince Dolgoroukov ricana que le vieux général avait peur, ils avaient Napoléon pris au piège. S'ils attendaient, ils risquaient de s'échapper. Non, ils attaqueraient maintenant, tant qu'ils avaient l'avantage. L'empereur François d'Autriche, debout, auprès de son propre état-major, acquiesça simplement. Il voulait en finir. Il voulait reprendre sa capitale. Il voulait les Français hors de ses terres. Le plan de bataille allié avait été élaboré par le chef d'état-major autrichien Franz von Weyrother. C'était un document foisonnant, des pages et des pages d'instructions détaillant quelles unités se déplaceraient, où et quand. La veille au soir, Weyrother avait passé des heures à l'expliquer aux commandants réunis. Kutuzov s'était endormi pendant l'exposé, une offense que Weyrother ne pardonna pas. Mais derrière la prose empoulée, le plan était en réalité assez simple. Les Alliés devaient faire descendre leurs forces principales, 4 colonnes totalisant plus de 40 000 hommes, des hauteurs de Pratzen pour attaquer l'aile droite française au sud du Goldbach. Ils submergeraient les défenseurs, couperaient aux Français leur ligne de retraite vers Vienne et acculeraient Napoléon contre les marais. C'était un bon plan. Contre un adversaire ordinaire, il aurait sans doute réussi. Mais Napoléon n'était pas un adversaire ordinaire. Et les Alliés avaient bâti leur plan sur une hypothèse fatale. Ils partèrent du principe que, puisque les Français avaient abandonné les hauteurs de Pratzen, ils ne pourraient pas les reprendre. Ils supposaient qu'une fois leurs forces engagées dans l'attaque à droite, ils écraseraient les Français avant que Napoléon n'ait le temps de réagir. Ils pensaient avoir affaire à un ennemi aux abois en retraite. Toutes ces hypothèses étaient fausses. À 7 heures du matin, les colonnes alliées commencèrent à descendre des hauteurs de Pratzen. Des milliers de soldats russes dévalaient les pentes en formation serrée, se perdant dans le brouillard. Le bruit de leur marche ressemblait à un tonnerre lointain. Les tambours battaient, les officiers hurlaient des ordres, le cliquetis des harnais et le martèlement des bottes résonnaient dans la brume. Ils marchaient vers ce qu'ils croyaient être la victoire. Ils avançaient vers la mort. Les premières troupes alliées à entrer au contact furent les colonnes lancées contre les villages de Telnitz et Sokolnitz au sud. C'étaient de petites bourgades de pierre sur l'aile droite française bâties le long du ruisseau Goldbach. Napoléon avait ordonné de les défendre avec des forces relativement modestes, juste assez pour donner l'impression qu'il cherchait à tenir sa droite. La première colonne russe, commandée par les généraux Kienmayer et Dokhtourov, 8000 hommes, frappa Telnitz à 7h30. Les défenseurs étaient des fantassins légers français du 3e corps de Davout. Ils étaient arrivés quelques heures plus tôt, exténués par une marche de nuit et n'avaient guère eu le temps de prendre position dans les maisons. Les Russes attaquèrent en nombre écrasant. Ils se ruèrent sur le village en colonne serrée, baïonnettes au canon, en hurlant leurs cris de guerre. Les Français tirèrent depuis les fenêtres et les portes, fauchant les premières vagues, mais les Russes continuaient d'avancer. Ils nettoyaient le village maison par maison, pièce par pièce. Les combats étaient brutaux et au corps à corps. Les hommes s'assénaient des coups de crosse. Ils se poignardaient à la baïonnette. Ils lançaient des meubles et des pierres. À 8 heures du matin, Telnitz avait déjà changé de main 2 fois. Les Russes le tenaient, puis une contre-attaque française les enchassa. Puis les Russes revinrent, plus nombreux, et s'en emparèrent de nouveau. Le village brûlait désormais. Les toits de chaume s'embrasaient, malgré la brume humide. La fumée se mêlait à la brume, formant un voile suffocant qui rendait presque impossible de voir ou de respirer. Des hommes mouraient dans la fumée, abattus par des ennemis qu'ils ne voyaient même pas. Au nord de Telnitz, la même scène se jouait à Sokolnitz. La deuxième colonne russe, 10 000 hommes, aux ordres du général Langeron, s'abattit sur le village comme un marteau. Ici, les défenseurs français étaient 5 fois moins nombreux. Ils se battirent comme des diables, mais il y avait tout simplement trop de Russes. L'église de pierre au centre de Sokolnitz se transforma en forteresse. Des soldats français se barricadèrent à l'intérieur et tirèrent par les fenêtres.
Les Russes mirent le feu aux portes de bois et se ruèrent à l'intérieur lorsque les défenseurs furent à court de munitions. Dans le cimetière derrière l'église, soldats français et russes s'affrontèrent au corps à corps entre les tombes. Les morts gisaient d'un partout. Le maréchal Davout, qui observait ce carnage depuis une butte derrière les villages, sentait la pression monter. Son troisième corps était arrivé après une marche forcée de plus de 100 km en 48 heures. Ces hommes étaient exténués. Et voilà qu'ils se retrouvaient face au gros de l'armée alliée. Il n'avait en tout que 10 000 hommes, les Russes en lançaient 40 000 contre lui. La situation était mathématiquement impossible. Mais Davout n'était pas homme à croire à l'impossible. Il parcourait les rangs à cheval, le visage dur et froid, donnant ses ordres avec une précision mécanique. Il redéployait des régiments pour colmater les brèches de la ligne. Il fit avancer son artillerie et plaça les pièces de façon à battre les colonnes russes. Il envoya des estafettes à Napoléon pour demander des renforts, mais il savait que ces renforts pourraient ne pas venir. Il savait ce qu'exigeait le plan de l'empereur. Il devait tenir, quel qu'en fût le prix, quelles qu'en fussent les pertes. Il devait tenir jusqu'à ce que le piège se referme. La bataille sur la droite française se mua en un combat d'usure brutal qui allait durer des heures. Les Russes attaquèrent par grandes colonnes, tambours battants, officiers hurlant, des vagues d'infanterie se brisant contre les positions défensives françaises comme la mer contre une falaise. Les hommes de Davout tirèrent salve sur salve dans les masses russes. L'artillerie ouvrit des trouées dans les rangs, aussitôt comblés par de nouveaux hommes qui s'avançaient. Mais les Russes continuaient d'avancer. Ils étaient courageux. Ils étaient disciplinés. Ils étaient habitués à souffrir. Ils enjambèrent leurs camarades morts et poussaient en avant. La ligne française commença à plier. Les villages changèrent de main sans cesse. Sokolnitz fut prise par les Russes pour la 3e fois. Telnitz brûlait. Les soldats français se battirent à la baïonnette et à coups de crosse quand ils furent à court de munitions. Les officiers menèrent des charges, sabres au clair, entaillant l'infanterie russe avant d'être encerclés et tués. Davout lui-même vit son cheval abattu sous lui. Il en remonta un autre et continua de donner ses ordres comme si de rien n'était. Mais Davout n'essayait pas de gagner, il essayait de survivre. Il s'efforçait de tenir juste assez longtemps pour que le plan de Napoléon aboutisse, et il y parvint. Pendant 2 heures, son corps, en infériorité numérique, encaissa la fureur de l'attaque russe et refusa de rompre. Chaque minute que Davout tenait était une minute de plus où les Russes engageaient des troupes supplémentaires au mauvais endroit du champ de bataille. Chaque minute était une minute de plus où les hauteurs du Pratzen se vidaient de leurs défenseurs. Napoléon était à cheval sur une petite colline appelée le Zouran, regardant le brouillard se lever lentement. Ses officiers d'état-major étaient nerveux. Les bruits de la bataille sur l'aile droite se faisaient de plus intenses. Des estafettes arrivèrent de Davout, annonçant que la situation était critique. Les Russes poussèrent fort. Les villages risquaient de ne pas tenir. Certains membres de l'état-major de Napoléon suggérèrent d'envoyer immédiatement des renforts sur la droite. Mais l'empereur resta calme. Il consulta sa montre. Il étudia au loin les mouvements des troupes à mesure qu'ils devenaient visibles à travers le brouillard qui s'éclaircissait. Il attendait l'instant propice. À 9 heures du matin, le brouillard commença enfin à se dissiper. Le pâle soleil de décembre perça les nuages et soudain le champ de bataille apparut. Napoléon put voir les hauteurs du Pratzen. Et comme il l'avait prévu, elles étaient presque vides. Les Russes avaient mordu à l'hameçon. Ils avaient envoyé le gros de leurs forces attaquer la droite française. Ils avaient abandonné la position clé du champ de bataille. Le piège était tendu. La proie était en place. Il ne restait plus qu'à le refermer. Napoléon se tourna vers le maréchal Soult, commandant le 4e corps, et posa une question simple. Combien de temps faudra-t-il à vos hommes pour atteindre le sommet des hauteurs du Pratzen ? Soult, qui avait placé son corps exactement là où Napoléon l'avait ordonné dans la nuit, dissimulé derrière le revers d'une colline, répondit sans hésiter. Moins de 20 minutes, sire. Le corps du maréchal attendait dans un silence absolu, dans la brume. 20 000 hommes, accroupis dans l'herbe, armes prêtes, guettaient le signal qu'ils savaient est imminent. Napoléon regarda une dernière fois les hauteurs, il contempla le soleil qui perçait la brume, le même soleil peint sur les étendards français, le soleil d'Austerlitz. Il vérifia une dernière fois ses calculs. Les Russes avaient engagé leurs forces. Davout tenait bon, le moment était parfait. Alors il donna l'ordre qui allait décider de la bataille. En avant, un coup net, et la guerre est terminée. 21 000 soldats français, organisés en 2 puissantes divisions sous les généraux Vandamme et Saint-Hilaire, entamèrent l'ascension des hauteurs du Pratzen. Ce n'était pas une charge téméraire. C'était une attaque réglée au cordeau, menée par des soldats de métier formés précisément pour cet instant. Ils avançaient en ordre parfait, divisions déployées en ligne, régiments en colonne, compagnies à l'alignement impeccable. Les tambours battaient le pas de charge. Les aigles se dressaient en tête de chaque régiment. Les officiers à cheval se portaient de juste en avant des lignes, sabres au clair, entraînant leurs hommes.
Le spectacle de cet assaut était à la fois magnifique et terrifiant. 21 000 hommes en uniforme bleu, au baudrier blanc croisé, remontant la pente comme une vague bleue. Le soleil du matin miroitait sur leurs baïonnettes et leurs aigles de laiton. Les tambours maintenaient un rythme régulier qui calait la cadence de l'avance. C'était la grande armée dans toute sa splendeur. Voilà ce que l'instruction militaire française et la ferveur révolutionnaire pouvaient de produire. Une armée qui se mouvait comme une machine, mais se battait en lion. Les quelques bataillons russes laissés pour garder les hauteurs furent totalement surpris. On leur avait dit que les Français se repliaient, que la bataille se jouait sur l'aile droite, que les hauteurs étaient sûres. Soudain, hors de la brume et de la fumée matinale, ils virent des milliers de soldats français gravir la pente vers eux. Les officiers russes tentèrent d'établir des lignes de défense. Ils essayèrent de mettre l'artillerie en batterie. Mais il n'y avait plus le temps. Les Français étaient déjà sur eux. Le combat sur les hauteurs du Pratzen fut bref et féroce. Les défenseurs russes se battirent bravement, mais ils étaient 10 fois moins nombreux. L'infanterie française les heurta comme un bélier, baïonnette contre baïonnette. L'artillerie tira à bout portant, la mitraille déchirant les formations d'infanterie. Les Russes tentèrent de tenir. Ils essayèrent de s'accrocher. Mais le poids et l'élan de l'attaque française étaient irrésistibles. En moins d'une demi-heure, les Français tenaient les hauteurs du Pratzen. Le pari de Napoléon avait réussi. Ils tenaient désormais le centre du champ de bataille, les hauteurs, la clé de tout. L'armée alliée était coupée en deux. Les colonnes russes descendues pour attaquer la droite française se retrouvaient prises au piège entre l'enclume de Davout et le marteau de Soult. Les réserves autrichiennes, postées derrière les hauteurs à l'est, étaient de maintenant isolées et désorientées. Le tsar et ses officiers d'état-major, qui observaient la bataille depuis une position sur les hauteurs, se retrouvèrent soudain sous le feu de l'artillerie. Ils s'enfuirent pris de panique, le tsar Alexandre s'éloignant au grand galop et échappant de justesse à la capture. Mais Napoléon n'en avait pas fini. Tenir les hauteurs n'était qu'un début. Allait venir le coup de grâce. Il ordonna au premier corps du maréchal Bernadotte, tenu en réserve, d'obliquer vers le nord et d'attaquer les forces autrichiennes et russes encore présentes sur la partie nord du champ de bataille. Il ordonna à Soult de faire pivoter son corps d'un quart de tour et de frapper le flanc et l'arrière des colonnes russes qui combattaient encore Davout. Il ordonna à la cavalerie du maréchal Murat de se tenir prête à exploiter toute percée. Et il fit avancer sa garde impériale, l'élite de l'élite, 10 000 vétérans à l'uniforme bleu caractéristique et au haut bonnet à poil vers les hauteurs du Pratzen, prêts à porter le coup final si besoin. Les Alliés ne faisaient pas que perdre. On les disséquait comme des spécimens de laboratoire. Chaque élément de leur armée était attaqué de plusieurs côtés. Leur chef avait-il perdu le contrôle, le plan de bataille soigneusement élaboré par Weyrother n'avait plus aucun sens. Les colonnes et divisions bien ordonnées n'existaient en plus que sur le papier. Sur le terrain, il n'y avait plus que le chaos et la mort. Au sud du champ de bataille, les commandants russes comprirent enfin le désastre qui les avait frappés. Les généraux Langeron et Pribichevski regardèrent derrière eux et virent des troupes françaises sur les hauteurs du Pratzen. Ils regardèrent devant eux et virent le corps de Davout qui ne se défendait plus mais attaquait. Ils jetèrent un œil sur leur flanc et virent la cavalerie française déferler pour couper toute retraite. Ils étaient encerclés. Certaines unités russes tentèrent de tenir. Le régiment de Novgorod se forma en carré et se battit jusqu'au dernier. Le régiment d'Abcheron chargea les positions d'artillerie française et périt jusqu'au dernier sous la mitraille. C'étaient de braves soldats. Ils méritaient un meilleur sort. Mais le courage ne suffit pas quand on est inférieur en nombre. Encerclés, attaqués de toutes parts. D'autres unités russes cherchèrent à décrocher, à se replier et à se regrouper. Mais il n'y avait nulle part où aller. Les routes vers le nord étaient barrées par des troupes françaises. À l'ouest, Davout fermait la voie. À l'est, il n'y avait plus que les hauteurs du Pratzen, désormais hérissées d'artillerie française. La seule échappatoire apparente se trouvait au sud, par les lacs gelés de Satchen. Des milliers de soldats russes, désespérés d'échapper au piège français, se mirent à affluer vers les lacs. Les officiers avaient perdu tout contrôle. Les formations s'étaient disloquées. Ce n'était pas une retraite organisée. C'était une déroute. Les hommes jetèrent leurs armes pour courir plus vite. Ils repoussaient leurs camarades blessés. Ils piétinaient les hommes à terre. L'instinct animal de survie avait pris le dessus. Tout ce qu'ils voulaient, c'était s'éloigner des balles et des baïonnettes françaises. Les lacs de Satchen s'étiraient au sud du champ de bataille, une suite d'étangs et de marais reliés entre eux, figés par le froid de décembre, ou du moins semblait-il l'être. La glace paraissait épaisse et blanche. Cela semblait le salut. Les Russes en fuite commencèrent à traverser. D'abord, la glace tint. Des centaines d'hommes gagnèrent l'autre rive. L'espoir gagna la foule affolée. Ils pouvaient s'échapper. Ils pouvaient se mettre à l'abri. Mais Napoléon avait prévu même cela. Depuis sa position sur les hauteurs du Pratzen, il voyait la masse des soldats russes se ruer sur la glace. Il se tourna vers son commandant d'artillerie, le général Sénarmont, et donna un ordre froid, calculé. Visez les lacs, brisez la glace. L'ordre était impitoyable.
Les soldats russes sur la glace étaient déjà vaincus. Ils fuyaient. Selon les lois de la guerre, on aurait dû les laisser se retirer. Mais Napoléon ne s'intéressait pas aux lois de la guerre. Il voulait anéantir l'armée alliée à ce point qu'elle ne menacerait plus jamais la France. L'artillerie française postée sur les hauteurs du Pratzen ajusta sa visée. Les canonniers relevèrent leurs pièces pour tirer sur la glace au loin. Le tir était difficile. La portée dépassait le millier de mètres. Mais c'étaient les meilleurs servants d'artillerie d'Europe, formés par Napoléon lui-même lorsqu'il n'était encore que capitaine d'artillerie. Ils connaissaient leur métier. Les premiers coups de réglage tombèrent trop courts, soulevant des gerbes de boue et d'eau là où la glace était déjà fragilisée. Les canonniers corrigèrent. La salve suivante frappa de plein fouet la surface gelée. Le grondement de l'artillerie roula sur la vallée comme le tonnerre. Chaque boulet qui frappait la glace creusait un petit cratère, des fissures en toile d'araignée rayonnant depuis le point d'impact. Un coup, 2 coups, une douzaine. La glace, déjà affaiblie par les températures au-dessus de zéro de l'après-midi précédent et par le poids de milliers d'hommes, commença à céder. D'énormes fissures apparurent, courant à la surface comme des éclairs. Et puis, dans un bruit de fin du monde, la glace s'effondra. Des pans entiers des lacs gelés s'effondrèrent. Des centaines d'hommes plongèrent d'un coup dans l'eau glaciale. Le poids de leurs uniformes et de leur équipement les entraîna vers le fond. Avec son mousquet, sa giberne, sa capote et son sac, l'équipement d'un soldat russe en tenue de campagne avoisinait les 30 kilos. Dès qu'il n'avait plus pied, il coulait à pic. Les hommes se débattaient et hurlaient, griffant la glace pour tenter de se hisser, mais leurs doigts engourdis n'arrivaient pas à agripper la surface glissante. Leurs camarades, restés sur la glace encore solide, tendaient les bras pour les aider, mais arracher de l'eau un homme en train de se noyer tout en restant sur une glace qui se fissure est presque impossible. Les pièces d'artillerie abandonnées sur la glace passaient au travers et disparaissaient. Les chevaux, déjà affolés par le bombardement, cédaient sur les sections affaiblies et s'enfonçaient sous l'eau noire. Les plus chanceux, si l'on peut dire, mouraient vite du choc de l'eau glacée. Le corps humain, plongé dans une eau à peine au-dessus de zéro, bascule en état de choc en quelques minutes. Les muscles ne répondent plus. On ne peut plus nager. On ne peut plus crier. On glisse simplement sous la surface. Ceux qui parvenaient à sortir de l'eau affrontaient un sort tout aussi terrible. Par des températures bien au-dessous de zéro, un homme trempé meurt d'hypothermie en quelques minutes. Leurs uniformes détrempés gelaient sur eux, raides comme du bois. Leurs doigts et leurs orteils noircissaient de gelure. Ils s'éloignaient en titubant des lacs et s'effondraient dans la neige où ils gelaient à mort. Les soldats français qui observaient, depuis la rive, détournèrent le regard. C'étaient des vétérans endurcis qui avaient vu toutes les horreurs que la guerre peut produire, mais même eux trouvèrent insoutenable le spectacle des Russes qui se noyaient. Selon certains récits, des officiers tentèrent de faire cesser le tir de l'artillerie, estimant qu'il s'agissait d'un massacre inutile. Mais les canons continuèrent de tirer sur ordre de Napoléon. Il ne s'agissait pas de clémence. Il s'agissait d'envoyer un message. Il s'agissait de faire en sorte que les Alliés se souviennent d'Austerlitz pendant des générations. Les historiens modernes débattent du nombre exact d'hommes morts dans les lacs gelés. Les sources françaises de l'époque parlèrent de milliers de noyés. Les sources russes en reconnurent des centaines. La vérité se situe sans doute entre les deux. Lorsque, des années plus tard, on dragua partiellement les lacs, on trouva, enchâssés dans la vase du fond, des restes humains, des armes et des équipements. On leur donna enfin une sépulture digne à ces soldats russes qui avaient marché des milliers de kilomètres loin de chez eux pour venir mourir en terre étrangère, dans une eau si froide qu'elle avait conservé leur corps pendant des décennies. À 4 heures de l'après-midi, la bataille d'Austerlitz était terminée. Pas simplement terminée, achevée, l'armée alliée n'avait pas seulement été battue, elle avait été anéantie. Russes et Autrichiens laissèrent derrière eux 27 000 morts et blessés épars sur tout le champ de bataille. Les champs autour de Sokolnitz et de Telnitz étaient tapissés de corps, Russes et Français mêlés dans la mort. Les pentes du plateau de Pratzen étaient luisantes de sang. Les villages brûlaient encore, la fumée montant dans le ciel de décembre comme des bûchers funéraires. 12 000 autres soldats alliés avaient été faits prisonniers. Des régiments entiers n'existaient là plus que comme des noms dans un livre d'histoire. La garde impériale russe, ces troupes d'élite que le tsar Alexandre avait amenées pour parader, avaient été décimées. La fine fleur de l'armée autrichienne gisait morte dans les champs autour d'Austerlitz. 45 canons russes et 180 drapeaux et étendards furent pris par les Français. Ces trophées seraient envoyés à Paris et exposés lors d'une grande cérémonie, preuve de la victoire la plus totale que Napoléon ait jamais remportée. Les pertes françaises s'élevaient à environ 9 000 hommes tués et blessés. La plupart étaient tombés dans le combat d'arrêt désespéré mené par Davout sur l'aile droite. Le 3e corps avait encaissé le gros de l'attaque alliée et en avait payé le prix. Mais même ces pertes restaient de légères au regard de ce que Napoléon avait infligé à ses ennemis. Le rapport des morts était de 3 pour 1.
Pour chaque Français tombé, 3 Russes ou Autrichiens tombaient avec lui. Le tsar Alexandre, le jeune empereur qui, le matin, se montrait si sûr de lui, pleura ouvertement tandis qu'il s'éloignait à cheval du champ de bataille. Il avait vu son armée anéantie sous ses yeux. Il avait vu ses hommes se noyer dans les lacs gelés. Il avait vu les aigles français plantés sur les hauteurs de Pratzen. Et il avait été impuissant à l'empêcher. Ses conseillers tentèrent de le consoler, mais il n'y avait pas de consolation possible. Le tsar avait conduit son armée à sa perte. Des milliers de mères russes ne reverraient jamais leur fils, parce qu'Alexandre avait été trop arrogant pour écouter la prudence de Koutouzov. L'empereur François d'Autriche était sans voix. Son empire avait été battu par la France à 3 reprises en 14 ans. Sa capitale était occupée, son armée était détruite. Il n'avait plus d'autre choix que d'accepter les conditions que Napoléon dicterait. Quelques jours plus tard, des émissaires autrichiens se présentèrent au quartier général français pour implorer la paix. Napoléon les reçut avec une froide courtoisie. Il savait qu'il avait gagné sans partage. Il pouvait tout exiger. Ce soir-là, au coucher du soleil, le 2 décembre 1805, Napoléon parcourut le champ de bataille. C'était son habitude après chaque grande bataille, il voulait en voir le prix. Il voulait comprendre ce qui s'était passé. Il marchait parmi les morts et les mourants, français, russes et autrichiens mêlés. Le champ était jonché d'armes brisées, de matériel abandonné, de chevaux morts et de milliers de corps. Les gémissements des blessés emplissaient l'air. Des hommes réclamant de l'eau, des hommes appelant leur mère, des hommes priant en français, en russe et en allemand. Le service de santé français, le meilleur d'Europe grâce aux réformes de Napoléon, était déjà à pied d'œuvre. Les chirurgiens circulaient parmi les blessés, les triant selon la gravité. Ceux qu'on pouvait sauver étaient alors transportés vers les hôpitaux de campagne. Aux autres, on donnait de l'eau de vie et on les laissait mourir aussi confortablement que possible. Napoléon s'arrêta pour parler à quelques soldats français blessés. Il en connaissait beaucoup par leur nom, il s'enquit de leurs blessures. Il promit des pensions à ceux qui resteraient infirmes. Il remit lui-même la Légion d'honneur aux soldats qui s'étaient distingués pendant la bataille. Ce n'était pas de vaines démonstrations. Napoléon savait qu'une armée se bat mieux lorsqu'elle sait que son empereur se soucie de chacun de ses hommes. Il ordonna aussi que les blessés russes et autrichiens soient soignés avec les mêmes égards que les Français. C'était chose rare à l'époque, la plupart des armées abandonnaient les blessés ennemis à leur sort. Mais Napoléon voulait faire passer un message. Il n'était pas un barbare, il n'était pas un terroriste révolutionnaire. Il était un empereur qui connaissait les règles d'une guerre civilisée. Les blessés alliés seraient là soignés, puis relâchés, afin de rentrer chez eux et de raconter la générosité française. Lorsque Napoléon regagna son quartier général au château de Posorsitz, tard dans la nuit, ses maréchaux se rassemblèrent pour le féliciter. Ils comprenaient ce qu'ils venèrent de voir. Ce n'était pas simplement une victoire, c'était la perfection militaire. La manière dont Napoléon avait lu les intentions de l'ennemi, la façon dont il avait tendu le piège, la précision avec laquelle il avait réglé chaque mouvement, l'usage qu'il avait fait du terrain, du temps et de la psychologie. Les théoriciens de la guerre étudieraient à cette bataille pendant les 2 siècles à venir et y trouveraient encore des leçons nouvelles. Le maréchal Soult s'approcha de l'empereur et dit simplement « Sire, vous vous êtes surpassé ». Napoléon, exténué mais satisfait, s'autorisa un léger sourire. « Non, répondit-il, je n'ai fait que ce qui s'imposait. » Mais au fond de lui, il savait qu'Austerlitz était son chef-d'œuvre. C'était la bataille parfaite. Tout avait fonctionné exactement comme prévu. Le temps, le terrain, les réactions de l'ennemi, la synchronisation de ses propres manœuvres. C'était la guerre élevée au rang d'art, mais pour Napoléon, Austerlitz était plus qu'une victoire militaire. C'était une consécration. Il n'était plus seulement un général chanceux ou un révolutionnaire opportuniste. Il était le plus grand esprit militaire de sa génération, peut-être de toutes. Les vieux empires d'Europe avaient tenté de l'écraser, et c'est lui qui les avait écrasés. L'officier d'artillerie corse avait vaincu des empereurs et des tsars sur le champ de bataille. La royauté, les vieilles lignées, le droit divin, rien de tout cela ne pesait face au génie et au mérite révolutionnaire. Les conséquences politiques d'Austerlitz se propagèrent à travers l'Europe comme un séisme. L'Autriche signa le traité de Presbourg le 26 décembre, à peine 3 semaines après la bataille. Les conditions furent draconiennes. L'Autriche céda tous ses territoires en Italie et en Allemagne. Venise, l'Istrie et la Dalmatie passèrent au royaume d'Italie, état satellite de Napoléon. Le Tyrol fut cédé à la Bavière, allié de la France. L'Autriche dut payer une indemnité exorbitante. L'empereur François fut humilié et réduit à l'impuissance. Son empire avait été écrasé. La Russie se replia derrière ses frontières, vaincue et brisée. Le tsar Alexandre jura vengeance, mais son armée aurait besoin d'années pour se remettre des pertes d'Austerlitz. La troisième coalition était anéantie. La Grande-Bretagne se retrouva à nouveau seule, protégée par la Manche et la Royal Navy, mais incapable de menacer directement Napoléon sur terre. La Prusse, qui s'était mobilisée pour rejoindre la coalition, démobilisa hâtivement ses armées et conclut la paix avec la France.
Le roi Frédéric Guillaume, que sa femme et ses généraux poussaient à la guerre, comprit que rejoindre une coalition perdante relevait du suicide. La Prusse survivrait en demeurant neutre, du moins pour l'instant. Le Saint-Empire romain germanique, qui existait depuis plus de 1000 ans, depuis l'époque de Charlemagne, fut formellement dissous en 1806. Napoléon créa la Confédération du Rhin, un ensemble d'États allemands placés sous la protection française. L'antique empire qui avait dominé l'Europe centrale pendant un millénaire cessa tout simplement d'exister. Napoléon n'avait pas seulement remporté une bataille, il avait redessiné la carte politique de l'Europe. Les soldats de la Grande Armée fêtèrent dans la victoire toute la nuit après Austerlitz. Ils avaient remporté la plus grande victoire de leur vie. Ils avaient prouvé qu'ils formèrent la meilleure armée du monde. Chacun savait avoir pris part à quelque chose d'extraordinaire. Des années plus tard, devenus de vieux hommes, assis dans des tavernes et des cafés, ils diraient à leurs petits-enfants « J'y étais, j'étais à Austerlitz. J'ai combattu sous l'empereur le jour où le soleil a percé. » Les vétérans décriraient le brouillard du matin si épais qu'on ne voyait pas sa main devant soi. Ils raconteraient le bruit de 90 000 Russes qui se mouvaient dans la brume. Ils évoqueraient le moment où le soleil finit par percer et où le plateau de Pratzen apparut désert, s'offrant à eux. Ils décriraient la charge à l'assaut des pentes, le roulement des tambours, les aigles au vent. Ils décriraient l'expression des visages russes quand ils comprirent qu'ils étaient pris au piège. Et ils concluraient « Ce jour-là, nous étions invincibles. L'empereur était avec nous, rien ne pouvait nous arrêter. Mais le prix à payer fut bien réel. 9000 Français ne reverraient jamais le soleil se lever. 9000 familles entendraient de frapper à leur porte, recevraient la visite d'un officier, apprendraient que leurs fils, leurs frères, leurs pères étaient de mort dans un champ gelé de Moravie. Pour elle, Austerlitz n'apporta que le deuil. Napoléon en avait conscience. Ce n'était pas un homme sentimental, mais il n'était pas pour autant sans cœur. Après la bataille, il visita les hôpitaux de campagne, parla aux blessés, tenant la main des mourants, promettant que leur sacrifice avait un sens. Et peut-être en avait-il un. Austerlitz apporta la paix à l'Europe, du moins pour un temps. Dans les années qui suivirent Austerlitz, l'empire de Napoléon atteignit son apogée. Il couronna ses frères rois. Joseph devint roi de Naples, puis roi d'Espagne, Louis devint roi de Hollande, Jérôme devint roi de Westphalie. Son beau-fils Eugène devint vice-roi d'Italie. La famille Bonaparte gouvernait un empire qui s'étendait de l'Atlantique aux confins de la Russie. Napoléon redessina la carte de l'Europe selon sa vision. Les États allemands furent regroupés au sein de la Confédération du Rhin. Le vieux Saint-Empire romain germanique fut dissous. L'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, toutes passèrent sous influence française ou sous contrôle direct. L'espace d'un instant, Napoléon sembla avoir accompli ce que nul, depuis les Romains, n'avait réussi. Il avait uni l'Europe sous une seule et même vision. Mais Austerlitz portait aussi en germe la chute future de Napoléon. La perfection même de la victoire le persuada qu'il était invincible. Elle lui fit croire qu'il pourrait gagner n'importe quelle bataille, braver n'importe quel obstacle, vaincre n'importe quelle coalition. Il se mit à prendre des risques que même son génie ne pouvait compenser. L'invasion de l'Espagne, en 1808, se transforma en plaie saignante qui vida la France de ses ressources et de ses hommes pendant 6 ans. Le peuple espagnol refusa de se soumettre à la domination française. Il mena une guérilla acharnée qui immobilisa des centaines de milliers de soldats français. Les forces britanniques, commandées par Sir Arthur Wellesley, le futur duc de Wellington, débarquèrent au Portugal et refoulèrent peu à peu les Français. L'Espagne devint l'ulcère de Napoléon, une hémorragie constante qui ne cessa jamais de saigner. La désastreuse invasion de la Russie en 1812 anéantit la grande armée qui avait triomphé à Austerlitz. En juin, Napoléon fit franchir la frontière russe à 600 000 hommes. En décembre, moins de 30 000 combattants encore valides regagnèrent la Pologne. Les autres étaient morts, faits prisonniers ou dispersés sur des milliers de kilomètres d'étendues gelées. L'armée qui paraissait invincible avait disparu, vaincue par le froid, la faim, la maladie et la détermination russe. Après la Russie, les autres puissances européennes comprirent enfin comment battre Napoléon. Ne le combattez pas selon ses règles. Ne lui offrez pas la bataille décisive qu'il recherche. Jouez du nombre. Soyez patient, épuisez-le. À Leipzig, en 1813, les armées réunies de Russie, de Prusse, d'Autriche et de Suède écrasèrent ce qu'il restait de la puissance française en Allemagne. À Waterloo, en 1815, Wellington et Blücher portèrent le coup de grâce. Mais même dans la défaite, le souvenir d'Austerlitz demeura. Les grognards, les vieux râleurs de la garde impériale disaient, dans leurs vieux jours, « Ah, vous auriez dû nous voir à Austerlitz, ça c'était une armée, ça c'était une bataille, c'était l'empereur à son apogée. » Et ils avaient des raisons. Le 2 décembre 1805, sur un champ gelé de Moravie, Napoléon Bonaparte livra la bataille la plus parfaite de l'histoire militaire. 73 000 Français vainquirent 90 000 Russes et Autrichiens grâce à une tactique supérieure, une discipline inflexible et le génie d'un seul homme.
L'espace d'un instant fulgurant, Napoléon et son armée semblèrent touchés par quelque chose de divin. Le soleil d'Austerlitz se leva ce matin de décembre et dissipa la brume. Il illumina un champ de bataille où le nombre ne pesait rien face à la stratégie, où le courage et la discipline l'emportaient sur des forces supérieures, où la vision d'un seul homme pouvait remodeler le destin des nations. Et ce soleil, cet instant de parfaite clarté et de victoire absolue, devint un symbole qui survivrait à Napoléon lui-même. Quand on étudie l'histoire militaire, on étudie des campagnes, des statistiques et des principes stratégiques. Mais Austerlitz nous rappelle qu'au fond, la guerre est affaire d'êtres humains. Il est des questions du conscrit russe qui marcha 1000 kilomètres loin de chez lui pour finir noyé dans un lac gelé. Il est question du grenadier français qui tint sa position contre des forces écrasantes parce que son maréchal le lui avait demandé. Il est question du jeune tsar qui apprit que la guerre n'est pas un jeu d'aristocrates en jolis uniformes. Et il est question de l'empereur qui, juché sur une colline, orchestra la destruction d'une armée avec la précision d'un chef dirigeant une symphonie. L'héritage d'Austerlitz résonne encore dans l'histoire militaire aujourd'hui. Les principes employés par Napoléon sont étudiés dans les académies militaires du monde entier. La ruse, l'économie des forces, le coup décisif porté au point névralgique. La bataille prouva que la défensive pouvait servir à préparer l'offensive. Elle prouva qu'une faiblesse apparente pouvait se muer en force. Elle prouva que la force morale d'une armée, sa foi en sa cause et en son chef, pouvait valoir 50 000 hommes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous accordez de la valeur à ces récits profonds, souvent négligés, qui nous définissent. Si cette histoire de génie et de sacrifice vous a touché, mettez un j'aime à cette vidéo. Cela aide vraiment ces histoires à toucher davantage de monde. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine plongée au cœur des tournants de l'histoire. J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires. Napoléon était-il un génie militaire ou un joueur chanceux? Austerlitz était-elle inévitable ou un miracle? Un autre chef militaire aurait-il pu accomplir ce qu'il a fait ce jour-là? Que le débat commence ci-dessous. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que l'histoire ne se résume pas à ce qui est arrivé. Elle concerne les hommes qui l'ont vécu, qui ont combattu dans le brouillard glacial, qui croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et qui, en un seul matin de décembre, ont changé le monde lorsque le soleil a enfin percé.